Soyez les bienvenus. Louise-Marie Bailleul qui se trouve tout au bout. Bonjour Louise-Marie. Bonjour Fabrice. Louise-Marie Bailleul, voilà, c'est l'avenir. Elle est diplômée en 2022 du titre Manager Transport et Logistique de l'École supérieure des transports de Paris. Et aujourd'hui, donc, vous êtes responsable adjointe du planning dans une entreprise de location de poids lourds dont le siège est au Mans avec une antenne à Rennes. Combien de conducteurs donc vous gérez, Louise-Marie? Je gère Oui. en direct une quarantaine. Oui. Et au global, puisque le poste le veut, mais au total... Pardon. Bonjour à tous, au passage. Donc 40 en direct avec mon collègue et responsable et sinon 280. Bien, presque 300. Alain Druel qui se trouve à côté. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Alain Druel qui est associé fondateur du cabinet Quintet, c'est un cabinet de conseil en stratégie sociale et compétences. Vous avez été en cabinet ministériel puisque vous avez été conseiller de la ministre Muriel Pénicaud, de la ministre de l'époque, elle est devenue première ministre ensuite, Elisabeth Borne, et vous êtes un grand spécialiste donc des questions de formation. À ses côtés, il y a David Duchamp. Bonjour David. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. On a vu vos élèves il y a quelques instants, c'était vos élèves là, à Roanne, donc au lycée professionnel Carnot Greta de la Loire. Hein. Vous formez qui et quoi exactement? Pourquoi? Alors, nous on a un pôle qui va former sur du bac pro conducteur routier. Oui. Et ensuite sur du BTS GTLA, gestion transport logistique associé. Là, le BTS, c'est par contre en apprentissage. Et vous êtes l'un des 52 lycées qui proposent donc cette formation en France. Voilà. Cette formation de bac pro, en effet. Tout juste. Marie Frick, bonjour. Bonjour à tous. Marie Frick, donc co-dirigeante de Transport Frick-Paul, parce qu'il y a un monsieur également qui est là, c'est votre époux. Hein. On est à Eidviller, c'est dans le département du Haut-Rhin, entre Mulhouse et Altkirch. Hein. Tout à fait. Et l'Alsace, alors on sait que les professionnels alsaciens sont mobilisés sur un dossier chaud, hein, c'est celui sur la taxation. La taxe poids lourd, l'écotaxe. Montrez. Non à la taxe poids lourd, voilà. C'est vrai que c'est un sujet brûlant sur la table qui nous touche de plein fouet et qui malheureusement risque de gangréner dans le reste de la France. Bon, vous attendez avec impatience, j'espère qu'il sera là à l'heure, hein, le ministre François Durovray qui viendra clôturer tout à l'heure le congrès avec Florence Dupasquier, la nouvelle présidente de la FNTR. Combien de véhicules donc chez Frick en Alsace? Alors nous, 12 véhicules, autant de salariés, société qu'on a créée il y a 9 ans bientôt. Ouais. Voilà, donc société qu'on a créée tout simplement par passion. Vous l'avez entendu, hein, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. C'est votre métier, c'est la passion, voilà, bien sûr. Ouais. C'est ça. Très bien. Vous allez nous raconter comment vous travaillez, comment est-ce que vous embauchez, comment est-ce que vous recrutez également. Alain Druel, c'est quoi les grandes tendances du transport routier en 2024? Je voudrais qu'on fasse déjà un état des lieux du transport routier avec vous. Ouais, si vous permettez, je vais partir et prolonger en quelque sorte les propos d'Olivier Babot. Oui. Et puis pour arriver sur plus particulièrement donc plutôt en macro vision et puis arriver sur le secteur routier. Je crois que un point qui caractérise les choses, vous l'avez évoqué, sur les tensions de recrutement, qui est une des caractéristiques du secteur, c'est se dire que c'est quelque chose qui va durer. Si on prolonge encore une fois les propos d'Olivier Babot et qu'on regarde les évolutions démographiques, ce qu'on voit très bien là aussi quand on regarde des séries longues, c'est que le taux de natalité est en train de fléchir. Il n'a cessé de baisser au cours des dernières décennies. Si je vous donne un chiffre, aujourd'hui on est à 9,9 naissances pour 1000 habitants. On était il y a 25 ans, on était aux alentours de 13 ou 14, et ce phénomène est en train de s'accentuer. Et si je prends un autre indicateur, c'est pas très joli, hein, mais c'est l'expression des démographes, le taux de fécondité, il est en train de baisser. Il est faible en Europe d'une manière générale, et il est en train de baisser en France pour se rapprocher de la moyenne européenne. On est aujourd'hui aux alentours d'un 1,68 pour être très précis. Il y a ne serait-ce qu'un an, on était à 1,79. Mécaniquement, vous comprenez bien que pour renouveler les générations, il faut être au moins à 2. Donc, la démographie est en train de baisser, c'est quelque chose de durable. La démographie est une des choses qu'on peut mieux prévoir. Les naissances d'aujourd'hui, c'est la population active dans 20 ans. Pour faire simple.
Donc, on est sûr que ça va baisser. Alors, il y a plein de solutions, il y a plein de choses derrière ça, mais c'est en train de baisser. Ça veut dire une chose, que les tensions de recrutement, qui sont une caractéristique que vous vivez déjà aujourd'hui, elles ne vont faire que s'accroître. Et ça veut dire aussi que tout ce que vous faites aujourd'hui, et vous faites déjà beaucoup de choses, c'est de l'investissement de court, de moyen et de long terme. C'est pas de l'argent perdu, il faut l'avoir, encore une fois, en perspective à 20 ans. Ça, c'est une caractéristique. Ça veut dire aussi que tous les enjeux, vous l'avez dit, d'attractivité et de fidélisation, ils sont encore plus devant nous qu'aujourd'hui. Alors là aussi, vous avez ces évolutions, là c'est un peu le prolongement de la Banque de France. Il y a déjà des choses qui ont évolué sur la féminisation, sur l'emploi des jeunes. On verra aussi d'autres solutions de gestion des équipes du personnel. Ça fait partie des caractéristiques que vous vivez. Ça va aussi se prolonger et s'accroître. Deuxième évolution, là aussi je pars d'une vision un peu globale, et puis je vais arriver à ce que ça peut vouloir dire pour vous. Si je prends une formule, et le travail... on vit une rupture ou deux ruptures, je vais synthétiser dans une formule. Depuis 45, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a vécu avec cette idée, mais qui était une réalité. C'était pas qu'une idée, c'est aussi une perception, mais c'est une réalité, que on travaillait moins pour vivre mieux. Ce qui rejoint ce que disait Olivier Babot, on est rentré dans une civilisation de loisirs, individualiste, je reviendrai, mais aussi beaucoup plus consumériste, parce qu'effectivement, on dégage du temps et on a plus de moyens pour le faire. On est en train de vivre une inversion de ça, peut-être c'est pas une divergence avec Olivier Babot, c'est peut-être une inflexion qui est en train de se produire, parce que pour la première fois depuis 45, alors on commence à travailler un peu plus par an. On est passé, si je prends des références assez récentes, mais pour vous donner, on était dans les années 70, on était à 2230 heures. Olivier Babot l'a dit, on est aujourd'hui à 1600 heures en moyenne. Il y a juste 10 ans, on était à 1580. Ah, donc on commence. Donc vous voyez qu'on commence il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est difficile de dire jusqu'où, combien, comment, mais il y a quand même une inflexion. Et la deuxième inflexion, c'est pas le temps de travail annuel, c'est le temps de travail tout au long de la vie. Où là, on l'a vu récemment, avec le débat sur les retraites, mais sur toute une vie, on travaille de plus en plus. En 27, il faudra travailler 43 ans. C'est 6 ans de plus qu'il y a 30 ans. Donc sur toute une durée de vie, on va travailler beaucoup plus, et c'est probablement une tendance, là aussi, lourde et assez mécanique. On va travailler plus. Et du coup, on a une contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement, on est rentré dans une société consumériste avec du temps et une aspiration à des loisirs, à en profiter, mais en même temps, on va travailler plus, et le travail ne permet plus, au moins autant, d'élever le niveau de vie. Quand vous regardez là aussi en tendance longue sur ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en dans les années 70, chaque année, en moyenne, on avait 4 à 6% de progression du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en 15 ans, vous doubliez votre niveau de vie. Dans les années 70 aux années 90, c'est 2%. Donc là, vous doublez votre niveau de vie au cours d'une vie professionnelle. Aujourd'hui, quand vous regardez, tout c'est les statistiques de l'INSEE, la progression du pouvoir d'achat, c'est 0,8 par an, en moyenne. Ça veut dire qu'il faut 80 à 90 ans pour doubler son niveau de vie. Et ça génère, ça explique beaucoup de choses. Il y a plusieurs implications à en tirer.
Mais ça peut expliquer certaines tensions que l'on vit aujourd'hui dans la société. Alors justement, Marie Frick, on va rentrer dans l'entreprise, hein, une entreprise de transport, celle que vous dirigez justement. On vient d'écouter donc ce panorama très très bien décrit par Alain de Ruelle, justement. Vous, c'est quoi les besoins aujourd'hui les plus pressants en termes de personnel? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour recruter des hommes, des femmes dans votre secteur, dans votre entreprise? Alors moi, je vais aller un peu à l'inverse de ce qu'on a tendance à entendre. De notre côté, le recrutement n'est pas forcément une difficulté. Pourquoi? Peut-être parce que on a mis en avant des choses du type de marque employeur, qu'on a développé tout ce qui est team building, relations dans l'entreprise, finalement. Qu'est-ce que vous mettez derrière la marque employeur, justement? Qu'est-ce que vous racontez comme histoire aux jeunes garçons, aux jeunes filles que vous avez envie de séduire, d'attirer chez vous, chez Frick? Finalement, ce qu'on fait un peu, nous, c'est qu'on co-construit avec eux. C'est-à-dire que on les emmène avec nous, en fait, dans le développement de l'entreprise. La porte est toujours ouverte pour les écouter s'ils ont des envies d'évolution, de formation. Voilà, l'entreprise en fait évolue avec eux. Quand on a créé la société il y a 9 ans, on faisait que du transport en benne, en vrac, un petit peu de porte-engin mais pas trop. On a eu de la demande, des salariés qui étaient demandeurs sur des transports d'engins un peu plus spécifiques. On s'est développé là-dedans. On a développé du camion grue parce qu'on a des chauffeurs qui finalement se disaient bon ben je m'ennuie un petit peu, j'aimerais évoluer. Ben voilà, on l'a accompagné, on a fait avec lui et finalement aujourd'hui on a les mêmes salariés qu'au départ. On a fait qu'embaucher et on ne s'est que séparé de 2 salariés qui ont changé de métier. Mais pas, enfin voilà. Donc vous arrivez à attirer, vous arrivez aussi à garder. C'est quoi les qualifications, les compétences les plus recherchées actuellement dans votre secteur, Marie? Nous, on recherche une cohésion d'équipe. Donc, ce qu'on va vraiment mettre en avant chez nous, c'est forcément, ils ont du matériel en main, hein, du matériel cher. Hein, on va pas se mentir, c'est un investissement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des salariés qui prennent soin de tout ça et qui vont dégager une image, une bonne image auprès des clients, parce que c'est eux notre porte d'entrée. Donc tout se fait en fait là-dessus et après sur le travail d'équipe, la cohésion, c'est quelque chose de très important chez nous. Quand on est enseignant comme vous, David Duchamp, dans ce lycée professionnel de Roanne, dans le département de la Loire, elle ressemble à quoi cette année 2024, bientôt 2025, d'un point de vue, je veux dire, de marché, de recrutement, de formation? Vous êtes optimiste comme Marie, ou vous dites, bon, finalement, il va y avoir peut-être quelques goulets d'étranglement, comme le décrivait très justement, très pertinemment Alain de Ruelle il y a quelques instants? Comment on se projette? Alors, nous, concernant les bacs pro conducteurs routiers, la particularité, c'est qu'ils sortent du collège. Donc, ils sont encore dans l'obligation de formation. Ils sont dans l'obligation de scolarité. On l'a vu par le petit film là avec nos élèves. On reste quand même sur un métier passion. Donc on n'a pas cette difficulté de recrutement que peuvent avoir d'autres secteurs activité parce que on est à peu près, je vais dire à peu près, on est à peu près sur 2/3 de nos élèves qui viennent. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils viennent, ils savent pourquoi ils sont là. Et la question après, c'est est-ce qu'ils restent ou pas dans la filière, dans le secteur? Marie, elle a réussi donc avec son mari à la tête de l'entreprise Frick dans le Haut-Rhin finalement à leur raconter une belle histoire, à faire en sorte qu'ils restent. Mais ceux que vous formez, quel pourcentage restent et quel pourcentage s'en vont? Alors, on a un petit suivi, nous, en interne. Alors, évidemment, hein, c'est une toute petite loupe sur ce qui se passe au niveau national. Nécessairement. Oui. Parce qu'on rentre que seulement 24 élèves chaque année en bac pro conducteur routier. Je reprends un petit peu l'expression de cette histoire. Ben, on la commence dès la classe de seconde. C'est-à-dire que nos élèves, on va axer principalement. Alors, évidemment, il y a l'apprentissage sur les savoirs et les savoir-faire, mais on voit un changement. Moi, je suis enseignant depuis 12 ans, mais j'ai mon collègue là, Franck, qui est ici, qui est enseignant depuis 20 ans. Maintenant, on va énormément travailler sur le savoir-être, l'attitude des élèves, le comportement, pour ensuite donner le lien direct avec l'entreprise. Bien sûr. Et puis le lien avec l'entreprise, moi j'insiste vraiment parce que on est là aujourd'hui. Moi je représente le lycée, mais mes étudiants de BTS sont présents aussi ici aujourd'hui. Il y en a qui sont là, des étudiants. Ouais, ils osent pas lever la main. Lever la main. Voilà. Bah, on applaudit la relève. Voilà, ils sont derrière.
Roulez jeunesse. David, continuez, s'il vous plaît. Et donc cette histoire, elle commence aussi dès le départ avec aussi le lien direct avec les entreprises. Oui. C'est-à-dire que nous, durant les 3 ans de bac pro ou les 2 ans, alors évidemment là, en apprentissage, on a un lien direct avec les entreprises, mais il va se faire dès le départ et même se fait même en amont sur la promotion du métier. C'est ce qui nous permet nous, donc on est assez fiers de ce chiffre-là, c'est que on a fait une étude là récente sur nos élèves de bac pro CTRM. 90% de nos élèves, 11 ans... 90% des élèves 11 ans après, ouais. Donc sur les 11 dernières années, plus exactement, sont toujours dans le domaine du transport routier de marchandises. Bien. Différents rôles, bien évidemment. Sûr. Certains ont évolué à l'exploitation, en formation. D'autres sont devenus chefs d'entreprise, mais voilà. Là, on est sur quelque chose de concret. Ce qui nous permet de pouvoir continuer aussi et de faire ce lien avec le monde professionnel, l'entrée dans le monde professionnel. Voilà pour le constat, le panorama. Louise-Marie Bailleul, pourquoi vous êtes venue dans ce secteur, dans ce métier du transport? Vous avez quel âge, on peut le dire? J'ai 26 ans. 26 ans, voilà. Vous êtes sortie il y a 2 ans, je le disais, donc de votre école. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a séduit? Je ne déroge pas à la règle. Je ne déroge pas à la règle. Ma famille aussi était dans le transport, transport de voyageurs, mais aussi transport routier. Donc il y a un côté de transmission qui se met en avant et je pense que, comme vos élèves, j'y suis passée. Quelle image vous avez de ce secteur? Parce qu'en effet, vous êtes fille de... Voilà, très bien. Mais enfin, vous auriez pu vous dire, bon, je suis pas obligé de continuer. Quel métier compliqué, quel métier dur, quel métier... Enfin, tout ce que vous voulez. Bon, finalement, vous êtes resté. Quelle image vous avez aujourd'hui, en 2024, de ce secteur? J'en ai une belle image. Pour moi, il reflète le dynamisme. Au même titre que le bâtiment, le transport est un peu le reflet de l'économie et on s'enrichit constamment. C'est aussi pour ça, je pense que il se dynamise, beaucoup plus de jeunes aussi intègrent ce secteur. Et j'en ai une belle image et c'est enrichissant constamment. C'est l'humain avant tout. On le met pas assez en avant d'ailleurs cet aspect. Et je trouve que Marie, vous le mettez en avant et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a beaucoup travaillé dessus aussi. L'humain, il est au cœur du secteur et on a à cœur de le mettre en avant constamment et nos conducteurs, on est aussi un peu là grâce à eux et on les remercie constamment. Alain Druel, on écoutait il y a quelques instants Marie Frick nous raconter ce qu'elle mettait dans la marque employeur, le récit, le fait de construire des parcours professionnels, de pouvoir changer de métier et également appliquer donc au secteur du transport. Qu'est-ce qu'on peut dire? En quoi les entreprises du transport peuvent renforcer? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour renforcer cette marque employeur pour continuer d'attirer? Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés. Manifestement, il n'y en a pas trop du côté de chez Frick Transport dans le Haut-Rhin, mais voilà, vous nous avez donné des chiffres qui font que à un moment, ça va un peu coincer, quoi. Le point entre commun, ça, je reprends sur ce que je disais, c'est de dire à partir du moment où il y a un certain nombre de paramètres qui changent, notamment sur des questions de rémunération, ça veut dire que il faut aller notamment sur ce qu'on peut mettre sous un terme, faut donner du sens au métier, au secteur. Il faut montrer une image. Alors c'est pas montrer, c'est démontrer des réalités. Parce qu'il faut pas raconter d'histoire non plus. Il faut raconter une histoire, mais pas des histoires, pas des crédibles. Hein. Vous savez comme moi, il n'y a pas de pire communication qui ne s'appuie pas sur une réalité de fait. Bien sûr. Donc il y a un énorme enjeu à montrer que à raconter une histoire autour du secteur et ensuite à raconter des histoires autour des entreprises. C'est les deux. On voit bien qu'il y a un certain nombre de représentations qui se jouent globalement à l'échelle d'un secteur ou d'un territoire, une notion importante aussi, même si par définition vous travaillez sur une grande partie du territoire vers l'international, mais c'est une dimension importante. Mais il faut raconter cette histoire, il faut donner du sens. Du sens, vous l'avez évoqué. Alors l'entreprise va le traduire par la marque employeur, parce qu'il y a plusieurs façons de donner du sens et il faut le ramener à une histoire, une culture et à une pratique ou une série de pratiques. On l'a dit dans ce qui peut motiver des jeunes. Alors, je passe qu'il y a des questions de langage, parce qu'il faut parler aux jeunes comme les jeunes, et on a tendance quelquefois à parler aux jeunes
comme des adultes. Il faut faire attention aussi à ça. Faut parler. Il y a des codes, il y a des façons de s'adresser à eux, mais il faut raconter une histoire. Alors, on voit, il y a plusieurs histoires, et la difficulté, c'est de trouver peut-être un sens commun et une histoire qui est particulière. Alors, je vous apprends rien, mais il y a deux choses. On voit bien aujourd'hui que les questions autour de l'écologie peuvent représenter une image positive en disant tiens, mon métier a du sens. Il a du sens pour moi, mais il a du sens pour mon entourage et pour la société. Deuxième chose, et j'arrête là tout de suite pour que le débat soit vivant, c'est que je crois qu'effectivement il y a quelque chose autour du collectif qui est très important. On parle beaucoup de l'individualisation de la société, c'est vrai, c'est une réalité, mais en même temps on voit qu'il y a une quête de collectif. Je veux pas en faire des tartines sur les Jeux Olympiques, mais quand même, ce que ça démontre, et on le voit aux événements sportifs, et même le spectacle vivant, c'est ça vous partagez, que Lévi Babot expliquait, c'est un moment où on a besoin de se retrouver dans un collectif. Et ça, cet arbitrage entre initiative individuelle et organisation collective, c'est un vrai sujet, c'est un sujet pour la branche, mais c'est un sujet pour chaque entreprise. On parlait des particularités du secteur, il y a beaucoup de choses qui se font en termes d'organisation du travail, de conditions de travail. Voilà, ça sont des axes ou un axe à cultiver, à travailler et à avoir beaucoup d'imagination aussi pour faire évoluer les choses. Voilà, donner du sens, hein, c'est ce que nous dit Alain Druel, c'est comment aussi donner du sens. Voilà, c'était un peu l'appel que lançait tout à l'heure Olivier Babot dans sa magnifique présentation. Comment est-ce qu'on donne du sens ? Question que je vais vous poser à chacun et chacune. Je commence avec vous, Marie Frick. On donne du sens déjà parce que le transport c'est un métier de service. Il faut pas l'oublier non plus. Donc automatiquement c'est un service qu'on rend à nos clients qui passe à travers de nos conducteurs. Donc à partir de ce moment-là, il y a déjà un sens qui est donné. Ensuite par rapport au fait du collectif effectivement qui devient très important, c'est que au départ être conducteur routier c'est un métier un peu solitaire. Voilà. C'est sûr. C'est peut-être là la difficulté dans une société de transport de rendre ça collectif. Et concrètement, on fait quoi alors justement pour transformer ce métier assez solitaire, assez individuel, assez loin de la maison quelque part finalement, en le transformant en équipe, en le transformant, en épreuve de Jeux Olympiques, voilà, quelque part. C'est un peu ça. C'est un peu pour vous donner un exemple, cet été, on fait chaque saison, on fait une petite fête d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment rassemble, que ce soit nos salariés, mais même leurs conjoints et leurs enfants, puisque on se retrouve 4 fois par an, soit juste entre salariés, soit 2 fois par an avec les conjoints ou les conjointes. Et cet été, on a fait notre fête d'été avec conjointes et enfants, et on a organisé des Jeux Olympiques internes. Et ça, c'est quelque chose, c'est des moments qui regroupent, qui fédèrent et qui sont très très importants pour une société, pour la cohésion, le collectif. Je peux venir l'an prochain ou pas? Avec plaisir. Bon, David Duchamp, la notion de donner du sens, qu'est-ce que vous racontez à vos élèves? Alors nous, donner du sens, on n'oublie jamais que évidemment ils sont en lycée professionnel pour apprendre un métier, mais on a je fais partie du ministère de l'Éducation nationale, donc le rôle éducatif et donc l'ouverture, en fin de compte, le sens, ce qu'on va essayer, c'est une ouverture vraiment à l'extérieur, donc leur permettre d'aller voir ce qui va se passer ailleurs. Notamment, nous, on a la chance de pouvoir faire partir des élèves en stage à l'étranger dans le dispositif Erasmus, qui est là, on donne du sens, on est sur du concret. Et puis, toutes les actions pédagogiques qu'on va pouvoir nous donner, c'est pas tout simplement, je vais dire vulgairement, on prend le camion, on met des gueuses en béton derrière, et puis on fait faire un petit tour de quartier, et puis on revient au bout des 4 heures de conduite. On va toujours lier ça à une action, soit une action historique avec nos collègues de Lettres Histoire, ou soit une action solidaire. On parlait du collectif, on parlait de réaliser quelque chose en commun. Donc pour les associations humanitaires qui sont dans la région roannaise. Donc là, on va participer à du chargement, déchargement des véhicules, tri de la marchandise, etc. Le sens, on va le transmettre de cette manière-là. Louise-Marie, vous gérez un planning, vous gérez des conducteurs, des conductrices également. La notion de donner du sens, elle apparaît comment dans cette entreprise qui se trouve au Mans? Nous, elle a du sens quand il y a une satisfaction client, quand il y a une satisfaction de nos conducteurs,
Et comment vous répercutez cette satisfaction client quelque part? Vous prenez le chauffeur en tête à tête, vous lui dites bah tiens. Alors, pour notre part, notre modèle est un peu hybride. On est nous basés au Mans et nos conducteurs sont chez nos clients à l'année. Donc on les voit très peu. D'accord. Donc, mais on communique bien évidemment. Quand on a du sens qui est pour nous la satisfaction, on leur communique et bien évidemment qu'on se garde pas le plaisir de. On leur dit bien évidemment et on sait les féliciter. Il y a l'esprit d'équipe et à juste titre, Marie l'a souligné. Et chez Tremblay, on effectue aussi tous les 2 ans, par contre, parce que il y a du monde à réunir, une journée de convivialité où tout le monde est réuni. On fait venir tout le monde au Mans. Et pendant toute une journée, c'est l'occasion de se rencontrer, partager et renforcer cet esprit d'équipe qui nous parle à distance est parfois plus délicat à instaurer. Louise Marie, je le disais, vous êtes sortie il y a 2 ans de votre école. Vous avez noté un changement un peu dans les attentes des jeunes candidats, des jeunes, voilà, en termes de conditions de travail, voilà, est-ce qu'on a envie peut-être de moins travailler, d'être plus sur le loisir, je ne sais pas, de valeurs d'entreprise, hein. Alain Druel, il y a quelques instants, rappelait justement cette appétence que vous avez, en tout cas vous les plus jeunes, peut-être moins nous, hein, évidemment, qu'on a connu il y a quelques années, par exemple sur tout ce qui est transition environnementale, c'est vissé en vous, comme le digital également. Effectivement, je pense que j'ai vu quelques changements, je suis diplômée depuis 2 ans, une quête de dynamisme. Je pense que je suis pas la première et peut-être que c'est notre tare, mais du dynamisme, la quête d'enrichissement, mais pas par l'aspect pécunier, loin de là. Une journée où on n'apprend pas est une journée où on s'ennuie. Et peut-être qu'on veut aller trop vite. Je vous l'accorde. Mais on veut continuellement apprendre. Moi, j'ai la chance d'avoir un responsable qui me transmet quotidiennement, que je considère comme mon mentor, et on échange beaucoup. Et cette transmission, elle est, je pense, essentielle. Et c'est comme ça que, à mon sens, c'est comme ça qu'on peut capter cette jeunesse et peut-être ses talents. C'est un petit peu de routine, mais pas trop, et beaucoup de dynamisme et beaucoup de transmission, beaucoup d'enrichissement. Ça vous fait réagir, ça, Marie? Ouais, je rejoins forcément ce qu'elle dit, parce que aujourd'hui, nos salariés sont plus forcément à la recherche d'un salaire en tout premier lieu, mais ils sont à la recherche d'une qualité de vie et d'un travail qui les fait vivre, qui les motive le matin. Voilà, c'est vraiment ça, hein, qu'on remarque aujourd'hui. Nous, on a d'autant plus dû se démarquer un petit peu parce qu'on est à la frontière suisse, on est à une demi-heure de la Suisse. Un conducteur routier peut gagner quasiment le double en traversant la frontière. Donc, il a vraiment fallu mettre tout ça en avant pour le garder, pour pouvoir attirer en fait les salariés chez nous. Oui, enfin salaire bas, malgré un salaire plus bas que chez nos amis suisses, bien sûr. Oui, enfin, Alain Druel quand même, parce que ce que dit Marie est très juste et je la crois bien entendu. La question de la rémunération, elle n'est pas non plus totalement absente quand même, hein. Non, elle est pas absente et il faut pas la négliger non plus. Faut pas mais on voit bien qu'il y a un panachage de paramètres différents. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais il ne faut pas éluder la question de la rémunération. Elle est néanmoins très présente. Ce qu'il faut, je pense, c'est que finalement, alors c'est une terminologie un peu peut-être facile qu'on entend beaucoup dans les congrès RH ailleurs, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on doit quand même voir chacun de ses salariés un peu comme on voit un client. C'est-à-dire, il faut se dire finalement quelles sont ses aspirations et arriver à adapter certaines solutions. Passer évidemment beaucoup plus de temps avec chacun et chacune. Voilà. La rémunération fait partie de ces paramètres. C'est pas le seul. Il faut pas le négliger pour autant. Et on fait le lien quand même avec la question de l'attention des recrutements, c'est que faut pas se leurrer, on va potentiellement vers une augmentation des rémunérations parce que ou des coûts de sourcing qui servent à peu près au même pour d'autres raisons, parce que il va falloir attirer une main d'œuvre qui est potentiellement moins importante que le besoin que l'on a. Donc, alors il y a, juste pour terminer, allez-y. Mais parce qu'il y a quand même et là aussi vous agissez déjà, il y a quand même en termes de population, il y a quand même des publics où on a des marges de manœuvre. On a alors vous en êtes le témoin, Madame la Présidente, vous en êtes un symbole aussi. Vous avez pour le secteur quand même un vivier potentiel qui sont les femmes. On va en reparler, bien sûr. Et d'une manière générale, en France,
On a encore un taux d'emploi des jeunes qui est très faible. Ou un taux de chômage qui est fort, on peut le prendre, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça revient à peu près au même. Et donc on a quand même des potentialités de public à aller chercher. On va revenir justement sur la féminisation du métier, mais juste ce que vient de dire Alain Druel sur la question de la rémunération. Il va falloir à un moment faire quand même un petit effort pour essayer de... Et tout à l'heure, Karine Jupin, dans sa formidable démonstration, donc tout à l'heure sur la situation économique du secteur, elle expliquait que les marges se réduisent, que les capacités financières des entreprises se réduisent. Bon, vous êtes prête à faire un effort? Vous pouvez faire cet effort pour aller proposer des salaires un peu plus élevés, pour sourire un peu plus aux aspirants candidats? On part du principe, nous, que le salaire, forcément, ça doit être quelque chose de motivant et de reconnaissant aussi. Je pense que si on le donne à des salariés qui, derrière, le traduisent par une qualité de travail et qui vont démontrer notre image auprès de nos clients, le retour se fera. Bien. C'est de cette manière-là qu'on essaie de travailler, en tout cas. Bien sûr. Alors, la féminisation du métier, voilà... transition que faisait il y a quelques instants Alain Druel, donc du cabinet Quintet. Et vous avez tous entendu tout à l'heure Anaïs Rodriguez de chez Boucro Alimentaire. Voilà, célébrer quelque part son métier, sa fierté d'avoir rejoint donc ce secteur du transport routier. C'est un métier qui se féminise, vous le voyez, Louise Marie. Est-ce qu'on a compris parmi vos copains, vos copines que voilà, c'était logique, naturel qu'une jeune fille très sympathique, très souriante rejoigne ce secteur jugé là encore très masculin là aussi Qu'est-ce qu'on vous disait? On a encore un peu de travail. On va pas se mentir. Évidemment, dans les postes qu'on considère sédentaires, c'est acquis. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de crier plus fort parce qu'on est une femme pour se faire entendre, bien au contraire. Nous, en termes de conductrice, on a encore du travail à faire, mais je trouve que la tendance est que une femme peut très largement être conductrice sans que ça devienne une montagne ou l'Everest à gravir, bien au contraire. Ça devient plus facile aujourd'hui. On entendait tout à l'heure certaines de vos élèves, je crois David, vous nous le direz dans un instant, dire voilà que maintenant le matériel était davantage adapté, que clairement ça devient un métier moins dur, moins réservé aux routiers musclés. Voilà, bon. Il n'est plus question d'avoir des gros bras pour être conducteur. Bien sûr. Bien évidemment. David, la part des garçons et des filles, quelle est-elle à Roanne, au Greta? À Roanne, et puis je pense malheureusement dans tous les lycées professionnels, elle est très 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 réduite. C'est-à-dire que là, nous, on va se confronter à un gros problème, c'est déjà l'image que va avoir le métier, mais même en règle générale la formation professionnelle vis-à-vis des parents. Donc tout le travail qu'il y a à faire là, par contre en amont, justement vis-à-vis des collégiens, vis-à-vis même des écoles primaires, ça commence déjà dès cet âge-là, de changer cette image du métier du transport, mais également en règle générale de la formation professionnelle. Donc résultat, on a très 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 peu de filles, et que ça soit dans le métier de conducteur ou dans même le métier plus sédentaire, évidemment au niveau supérieur. Elle reste une minorité, c'est ce que vous nous dites, mais est-ce que vous les voyez de plus en plus nombreuses malgré tout? C'est ça qu'il faut voir. Non, alors le petit recul que moi j'ai sur les 10 ans d'enseignement, mais même sur les 22 ans, nous la section existe depuis 22 ans, chaque année ça fluctue, mais très très peu, quoi. Combien de femmes vous faites travailler, vous, Marie Frick, dans le Haut-Rhin, chez vous? Alors, dans la société, je suis la seule. Malgré tout, mais la meilleure. Je vais pas être aussi mettre autant en avant, mais toujours est-il qu'on a toujours à cœur d'accueillir des stagiaires au sein de l'entreprise ou des personnes qui souhaitent se reconvertir. Il faut aller frapper chez les collèges, les lycées, en disant les stages de 3e, venez chez nous, c'est chez nous que ça doit se faire. En tout cas, c'est déjà le cas. On est présent et on le reste, et que ce soit garçon ou fille, bien sûr, la porte est ouverte. On parlait de la formation il y a quelques instants, donc avec Alain notamment. Louise Marie, comment est-ce que vous évaluez la qualité de la formation que vous avez reçue il y a encore quelques temps, très peu de temps, puisque vous êtes sorti il y a 2 ans? Est-ce que vous pensez que les écoles de transport, elles sont bien alignées avec les besoins justement des entreprises de transport et voilà le changement du métier? Oui, je le pense. Tout du moins l'année que j'ai eue,
J'ai rien eu à redire. Je ne me suis pas sentie perdue en arrivant en entreprise au cours de mon alternance, loin de là. Elle s'est beaucoup notamment ressentie par la qualité des formateurs et surtout les formateurs et nos professeurs qui étaient des professionnels du métier. Et cette expérience qui est passée par la transmission au cours de ces semaines d'école à l'école supérieure des transports à Paris, elle a été. On a tous eu à mon sens, une très bonne formation, courte, intense, mais plus que qualitative. Et qui collait bien aux besoins de ce que vous avez finalement maintenant, que vous pratiquez en tant que professionnel de la profession, donc au Mans et à Rennes. Alain Druel, quels efforts engagés quand on parle de formation dans le transport routier? Quels axes développés à vos yeux? Alors peut-être un point sur la féminisation. Je vous en prie, allez-y, bien sûr. Parce qu'il y a sur l'enseignement professionnel, il faut quand même peut-être distinguer ce qui se passe dans les lycées professionnels. Si je prends l'apprentissage, le taux de féminisation a augmenté de façon assez sensible. Alors, pas dans tous les métiers, pas dans tous les métiers. C'est en partie dû au fait que l'apprentissage ayant progressé, y compris dans des secteurs d'activité qui en faisaient peu, le taux féminisé, notamment dans les métiers de service autres que les métiers de transport, on en gagne. Mais il n'empêche que ça a progressé. On a gagné quand même une bonne dizaine de points en 15 ans. Moi, je pense qu'effectivement on a plutôt un enseignement de qualité et d'une manière générale on a plutôt un enseignement professionnel de qualité. Le problème c'est plutôt j'allais dire, j'aime pas le terme parce qu'il renvoie à des données une notion que j'aime pas, mais c'est plutôt la correspondance, j'allais dire l'adéquation des moyens développés, des filières développées par rapport aux besoins de l'économie. Je pense que c'est plutôt ça qui pose problème que la qualité de l'enseignement en tant que tel. Après reste et ça c'est un sujet général, c'est la question de l'orientation professionnelle plus que la question de la qualité de l'enseignement en tant que tel. Et ça, on reste avec des stéréotypes assez largement partagés par nous tous. Nous tous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Il faudrait communiquer, il faudrait investir, je sais pas moi, les réseaux sociaux, les TikTok. Il faut partir de réalité. Je vais vous donner, c'est une vieille histoire, mais pour vous donner un exemple, y compris pour dire, il faut interpeller le monde de l'entreprise là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une bonne 10-15 ans maintenant, peut-être un peu plus, on interviewait Monsieur Frérot, qui était patron de Veolia, sur l'apprentissage. Alors, historiquement, Veolia avait une culture apprentissage, avait développé des écoles, etc. Et on lui dit, mais est-ce que c'est bien l'apprentissage? Oui, c'est super. Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vos enfants le feriez? Et cri du cœur. Oh ben non, vous comprenez, ils en ont pas besoin. Ils font de la médecine. Monsieur Frérot, sans s'en rendre compte, il a dit 2 bêtises. D'abord parce qu'il le pratique lui-même et que c'est une vraie voie en tant que telle, mais surtout c'est que l'internat en médecine, c'est de l'apprentissage. Ça n'a pas le nom de l'apprentissage, mais ça a toutes les caractéristiques de l'apprentissage. Donc quand on parle de représentation, vous avez une rémunération, vous avez une alternance entre un lieu de formation et théorique et un lieu d'application. Il y a vraiment tous les ingrédients y sont. Donc on voit bien qu'on a des représentations où finalement on vit dans un monde où on s'interroge plus sur la réalité de ce qu'on vit, où on colle des étiquettes, mais on n'est plus dans la réalité. Et ça, c'est quand je parle de stéréotypes culturels, c'est pas pour stigmatiser ça. C'est que finalement on a tous un petit peu ça en tête et qu'il faut s'interroger collectivement. Alors oui, il y a beaucoup de communication et il y a beaucoup de prise en compte des réalités. Mais voilà. La communication, juste avant qu'on revienne sur la formation, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour attirer? Moi, l'autre jour, j'étais à Dunkerque avec des représentants de l'UIMM, donc des industries de la métallurgie, et puis des lycéens. Voilà. Et pour raconter ce que c'était que l'industrie, l'usine aujourd'hui en 2024. Évidemment, ces jeunes de Dunkerque, ils avaient une toute autre image de l'industrie née de leurs parents, leurs grands-parents. Et à un moment, il y a une lycéenne qui a interpellé la dirigeante d'entreprise, qui a dit, mais vous devriez faire venir des influenceurs et nous raconter ça sur TikTok, parce que l'usine, manifestement, c'est beaucoup plus beau qu'on ne l'imaginait. C'est ça qu'il faudrait, Marie Frick?
Alors c'est sûr que les réseaux sociaux ont pris une grosse part dans la communication de nos entreprises et il faut vivre avec son temps et y participer. C'est pas toujours évident parce que c'est pas forcément une formation qu'on a reçue, mais je pense que pour donner aujourd'hui une bonne image du métier, une bonne image de son entreprise, c'est automatique de passer par là. Louise Marie, vous payez parfois de votre personne avec votre téléphone pour raconter un peu votre métier comme ça sur les réseaux? Ça m'est arrivé. Ouais. On a mis plusieurs fois en place des systèmes de Vie ma vie. Ah. Et j'ai participé à un Vie ma vie où j'ai vécu une journée avec l'un de nos mécaniciens poids lourds. Et ça a été autant pratique en termes de visibilité, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et on est tous des maillons de la chaîne au sein d'une société. Et se mettre à la place de l'autre, ça a une valeur inestimable puisque j'ai pu comprendre, à mon sens, bien plein de choses et on apprend et on gagne en visibilité aussi et c'est aussi attractif pour la société. David Duchamp, comment vous adaptez les formations justement aux évolutions rapides du secteur, notamment cette digitalisation? Voilà, tout à l'heure dans son exposé, Olivier Babot nous expliquait comment ça va extrêmement vite, comment on est aspiré dans cette exponentielle, et puis évidemment toutes les préoccupations liées évidemment à la décarbonation, hein, évidemment de l'économie en général et du secteur du transport en particulier. Alors, ce qu'on évite, nous, au maximum, au sein de l'équipe pédagogique, c'est de s'isoler au sein même du lycée. Donc, c'est un contact permanent avec les transporteurs. Parce que c'est pas uniquement les périodes lorsque nos élèves sont en stage, hein, ils passent quand même sur 3 ans, 11 semaines en entreprise. Mais ça va être des rencontres permanentes, aujourd'hui. Bien sûr. Par exemple. Pour évangéliser, voilà. C'est un moyen également autour d'un café de discuter des évolutions. Les transporteurs de la Loire sont présents et on est régulièrement avec eux et régulièrement ils n'hésitent pas à nous dire que de temps en temps... Et ils font du bruit dans la salle, les transporteurs de la Loire, allez-y. Non, mais voilà, c'est un échange permanent. Comment est-ce que vous travaillez justement avec ces professionnels? Et puis Marie nous dira dans un instant aussi comment est-ce qu'elle travaille aussi avec les lycées professionnels. Nous, le travail, il se fait déjà à la base. Par exemple, le BTS, j'étais là quand il y a eu de la réflexion. Il est pas vieux chez nous, ça fait seulement 4 ans. Il y a eu une réflexion de savoir si le tissu économique était prêt à recevoir, si ça devenait. Il y avait un intérêt en tout cas pour avoir ce type de formation. On avait ensuite nous l'option. Donc là, c'était un sondage auprès des transporteurs et puis après et de la chaîne logistique en général. Et puis après, on s'est posé aussi la question de savoir si par rapport à ce BTS, est-ce qu'on allait le faire sous un format initial ou d'apprentissage. Et là, dans les discussions qu'on a pu avoir avec le monde professionnel, il a été très clair que l'apprentissage était tout à fait adapté par le BTS. Donc ça commence par ça. Et puis après, c'est des actions régulières. Nous, on a eu la chance au sein du lycée d'accueillir, par exemple, là, c'est un outil de promotion, le championnat de France des élèves conducteurs routiers, qui tourne de chaque année change, et cette année il sera en Alsace justement chez nos collègues de Mulhouse. Mais il est très très clair que sans la participation évidemment financière, parce que c'est un peu le nerf de la guerre évidemment pour nous, mais sans aussi l'implication totale des transporteurs, jamais on aurait pu monter un projet comme celui-ci. Et puis après, par rapport aux évolutions, les évolutions elles vont se faire sur le matériel évidemment, parce qu'on reste que sur un métier manuel. Ça c'est un peu la grosse difficulté pour nous au sein des lycées professionnels évidemment. Par exemple, on est en train nous continuons d'apprendre le métier sur des camions qui ont plus de 20 ans. Ah oui. Lance un appel, un camion de formation. S'il y a des camions de formation un peu plus jeunes, donnés au Greta de Roanne, allez-y, professeur. Il y a des nouveaux métiers qui émergent justement grâce à cette décarbonation notamment. Nous, ça va être surtout une évolution au niveau du référentiel et des compétences qui vont être demandées. On a mis en place, nous, depuis déjà quelques années avec Renault Trucks, parce que on n'est pas très loin de l'usine du siège à Saint-Priest, des formations spécifiques avec des interventions justement des professionnels de chez Renault Trucks sur l'éco-conduite. Donc ça, on a dû le mettre en place. Alors, on a quand même des véhicules beaucoup plus récents, donc qui nous permettent de travailler un petit peu plus sur l'éco-conduite. Donc on adapte. Nous, au niveau de l'éducation nationale, les référentiels s'adaptent, essayent de suivre un peu le mouvement, donc essayent de s'adapter par rapport à la réalité du terrain. Marie Frick, la
complicité avec les écoles, les centres de formation, de quelle manière justement vous entretenez régulièrement des liens pour dire bah voilà, notre métier il est en train de changer là-dessus, vous devriez voilà vous remettre un petit peu, non pas en cause, mais en tout cas adapter quelque part vos programmes. Bah déjà, il y a la participation à ce genre de rencontres, hein, comme les championnats de France qui vont être organisés chez nous, pour lesquels on a déjà été sollicités. Ensuite, il y a des échanges. Finalement, Paul, mon mari, qui est sorti de l'école il y a un peu plus de 10 ans, qui a encore des échanges avec des anciens de ses professeurs, qui sont toujours encore en place. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et puis l'accueil, bien sûr, de stagiaires au sein de notre structure plusieurs fois par an. Vous sentez que votre secteur, il va de plus en plus vite. C'est Olivier Babot tout à l'heure qui nous parlait de cette accélération totalement frénétique, hein, justement. Vous sentez que voilà, tout s'accélère, il y a des nouveaux métiers, des choses qui s'arrêtent, des choses qui recommencent. Marie? Il y a forcément continuellement de nouveaux défis. On parlait tout à l'heure de l'éco-conduite, c'est clairement le nerf de la guerre, hein. La consommation, ça a automatiquement un impact finalement sur nos charges et sur ce qui va rester à la fin. Donc oui, forcément, il y a une évolution constante. Alain Druel, le secteur du transport, comment on peut le placer au milieu d'autres secteurs sur lesquels vous travaillez, vos cabinets Quintet, il est plus ou moins bien loti, c'est quoi? Non, mais moi je rejoins ce que disait Monsieur Babot en partir de recrutement, mais vous avez beaucoup de difficultés que vous retrouvez dans d'autres secteurs, donc il n'y a pas de se stigmatiser, etc. Il n'empêche que vous êtes quand même effectivement en termes d'image, il y a quand même quelques caractéristiques, souvent à tort, mais qui sont encore appréciées comme assez négativement par les jeunes en particulier. Donc ça reste une caractéristique avec quelques 3-4 grands secteurs. On a cité quelques-uns qui partagent de ce point de vue à peu près les mêmes caractéristiques. On a cité le bâtiment, l'hôtel et la restauration, etc. Alors évidemment c'est différent, mais dans la connotation parfois que ça peut avoir, il y a quelques similitudes. Il va nous rester quelques minutes, justement, on va se projeter dans le futur. Tiens, Louise-Marie, où est-ce que vous voyez dans 15 ans, vous? Apparaître, succéder à Florence Dupasquier un jour à la tête de la FNTR, bien sûr, mais bon. Dans 15 ans? Ouais, enfin je dis 15 ans, non, peu importe. Enfin, je l'espère toujours moyen terme. Toujours dans le secteur du transport routier. Oui. Et toujours autant apprécier ce que je fais. Déjà, si j'ai ça, je serai des plus heureuses. Est-ce que vous avez l'impression qu'une nouvelle, c'est une question que je vais poser à toutes et tous en guise de conclusion, une nouvelle ère démarre, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire du transport routier et notamment, voilà, incarné par les jeunes, Rouler Jeunesse, voilà. Je pense comme tout secteur, il déroge pas à la règle, il va évoluer. Comment, je ne saurais pas dire. Je pense que la digitalisation, elle est déjà en place. Ouais. Et je pense qu'on a encore beaucoup d'attentes à son sujet. Moi, la première. Ouais. Et continuer. Oui, il va avoir des évolutions. C'est un plus. Olivier Babot nous montrait tout à l'heure, les boîtes qui ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle, bon, clairement, ils disaient pas ça comme ça, mais elles vont disparaître, quoi. Voilà. Je pense que prise dans le bon sens, ou si on les prend par la main, on peut beaucoup apprendre et beaucoup y gagner. Bien sûr. Travaillant avec les IA. Ouais. Alain Druel, Quintet. Est-ce qu'une nouvelle page s'ouvre pour le transport routier? Je sais pas répondre comme ça. Ah ben c'est pas grave. Non, parce que je pense on n'a pas réponse à tout. Vous êtes dans une transformation qui est celle de tout le monde. Bien sûr. Et de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je disais, il faut pas stigmatiser. Et l'enjeu, encore une fois, c'est valoriser ce que vous faites dans ce contexte-là. Mais il y a évidemment des particularités sectorielles, mais c'est un mouvement assez général. Ce qui est peut-être plus difficile à prévoir, c'est que vous avez une perméabilité à l'activité économique qui est très forte. Ça en fait une caractéristique. Ce que nous disait Karine Jupin à propos du bâtiment, à propos de la distrib, etc. David Duchamp. Alors moi dans 15 ans, je vais j'espère pouvoir continuer en tout cas de transmettre. Mais est-ce qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le transport routier, puisque quelque part vous êtes un peu à l'origine, puisque c'est vous qui formez ceux qui seront là dans quelques années. Comme je pense le monde professionnel, il va falloir qu'on s'adapte. On s'adapte déjà. Hein. Ils savent se servir de chat GTP pour faire quelques rédactions, etc. Donc forcément, on va devoir s'adapter. Nous, oui, ils rigolent un petit peu parce que je pense à eux là-haut. Est-ce que ça les aide à conduire des camions? Je sais pas. Non, ça les aide pas, mais bon.
Voilà, notamment les BTS, évidemment, il n'y a pas que de la conduite. Allez, le mot de la fin, c'est vous, Marie. Moi, j'ai un espoir, c'est que aujourd'hui, le transport, c'est une nécessité. Malheureusement, on est bien souvent mal aimé. Les camions sont toujours mal vus. Donc, si j'ai un espoir avec cette décarbonation, c'est qu'à un moment donné, le transport puisse être vu de manière positive. Comme vecteur de décarbonation et pas justement générateur de décarbonation. Ça va être le défi, en tout cas. Merci à tous les quatre. On applaudit très très fort Marie Frick, David Duchamp, Alain Druel et Louise-Marie Bailleul. Merci à tous les quatre. Bravo. Voilà, vous nous avez fait rêver. Roulez jeunesse. On va continuer.